Je crois que oui, d'accord, ok. Bon, bah très Oui. bien. Donc, est-ce que je peux commencer, du coup? Bonne écoute à tout le monde, D'accord. déjà bonne participation. Merci On à vous. attend les questions surtout. Bon succès, David. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et à tous. Donc, bienvenue à cette deuxième session de la journée pour le SQL Saturday Haïti, édition 2022. Donc, excusez-moi pour ce problème technique. Voilà. Donc voilà, juste avant de commencer, un grand merci. Comme on disait tout à l'heure, le sponsor principal c'est Redgate, et puis sans eux, on n'aurait probablement plus ce genre d'événement. Donc merci à eux, merci aussi à la communauté haïtienne de participer et aux auditeurs d'être là. Sans vous, on ne pourrait pas faire ce genre d'événement. Donc aujourd'hui, on va parler d'infrastructure as code. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est pas forcément dans les mœurs pour SQL Server, de ce que j'ai vu. Mais c'est quelque chose qui est intéressant qu'on commence à faire un peu de DevOps, notamment dans ces nouvelles tendances qu'on peut avoir dans les entreprises à pouvoir finalement gérer de façon pas forcément moderne, mais d'une autre façon des environnements. C'est pas forcément la meilleure façon de faire. Vous verrez tout à l'heure à la session de Christophe qu'il y a aussi d'autres façons d'installer des environnements SQL Server. Mais là, voilà, moi je vous propose dans cette session de le faire avec de l'infrastructure as code et on verra ce que ça donne. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, une petite introduction. Voilà, je m'appelle David Barbarin, je suis administrateur de base de données. Je travaille dans une société en Suisse qui s'appelle Migros Online. C'est une société qui fait du food online. Voilà, avec une grosse culture DevOps. Qui dit DevOps dit forcément des tendances à une grosse tendance à driver certains principes que sont l'automatisation, le CI/CD, le source versioning et tout ce genre de principes que vous pourriez entendre quand on parle de DevOps. Et c'est ce qu'on essaye en fait d'insuffler aussi pour toute la partie base de données. Donc j'essaye de participer au mieux à la communauté, pas forcément simple en ce moment parce que j'ai une petite fille, donc elle prend beaucoup de temps. Mais voilà, quand je peux le faire, j'écris des blogs, j'essaie de participer aux événements, de partager de l'expérience. Donc n'hésitez pas à lire, à partager vous-même. C'est un peu le but des communautés. Alors, l'agenda, il est assez simple. On va parler d'infrastructure as code. On va voir ce que c'est l'infrastructure as code et on va voir comment on peut l'utiliser pour SQL Server. Et ensuite, on va parler d'outils parce qu'il faut des outils pour faire de l'infrastructure as code. Il y en a pas mal sur le marché d'outils pour faire ça. Moi, je vais surtout focaliser sur Ansible et PowerShell DSC parce que c'est ce qu'on utilise chez nous pour pouvoir provisionner on-prem des services de base de données. Voilà, donc, mais sinon, il y en a d'autres, hein, Terraform, Puppet, Chief, vous avez certainement dû en entendre parler. Et on terminera par une démo avec basée sur un use case qui est le mien, celui de mon entreprise, c'est une version simplifiée de ce use case-là. Alors, l'infrastructure as code, c'est quoi? En fait, c'est simple, c'est ni plus ni moins qu'une manière de gérer et de provisionner des infrastructures, des services d'infrastructure au travers du code. Voilà, ça c'est la nouvelle façon de faire. Alors qu'avant, par rapport à avant, où on le faisait à la main, je pense qu'on l'a tous fait, installer des SQL serveurs à la main, faire des procédures sous Word pour pouvoir dire, voilà, j'ai installé mon instance comme ceci, avec cette configuration-là, etc. Ça, le problème de cette façon de faire, c'est que c'est forcément quand vous allez installer 15 instances SQL Server, il y a de grandes chances qu'il y a au moins quelques spécificités qui vont s'appliquer à des instances que vous aurez installées, parce qu'on n'installe jamais de la même manière. Et vous aurez serez certainement passé par des erreurs, parce qu'on est des humains, donc on fait forcément des erreurs quand on le fait à la main. Donc, l'idée de l'infrastructure as code, c'est ça, c'est de réduire les risques liés à l'installation au provisioning des instances, de les rendre plus stables, plus consistantes, et d'avoir aussi des itérations qui sont beaucoup plus rapides. Ça, c'est intéressant quand vous êtes dans une entreprise qui est orientée DevOps ou vous voulez fournir du service de base de données. Si vous avez tout qui est automatisé, vous allez certainement aller plus rapidement et vous allez proposer des services, des itérations plus rapides pour vos clients qui peuvent être des développeurs ou des utilisateurs autres. D'accord? Et l'infrastructure as code permet aussi en quelque sorte de faire de la documentation. C'est vrai que c'est un langage qui est assez descriptif par rapport à du langage classique et qui peut tout à fait servir de documentation
pour le coup. Alors, chaque tendance a toujours ses avantages et ses contraintes, il y en a, hein, avec l'infrastructure as code, c'est ni tout blanc ni tout noir. Si vous commencez à rentrer dans ce monde-là, il va falloir mettre en place des outils de configuration pour gérer justement le provisioning de vos environnements. Il va falloir apprendre à gérer ces outils-là. Donc moi, c'est vrai que par exemple, je suis passé dans une phase où il a fallu que j'apprenne à utiliser l'outil avant même d'installer une instance SQL Server. Mais bon, il faut savoir perdre du temps au début pour être plus rapide après. Ça, c'est évident. Après, comme vous gérez votre infrastructure sous forme de code, sous forme de description de code, on verra tout à l'heure, c'est du fichier YAML, il faut le tester, votre code, parce que votre code, il peut avoir des bugs, donc il faut avoir des phases de testing pour éviter de déployer des choses en production que vous ne maîtriseriez pas. Et ensuite, et enfin, la partie monitoring. Je prends le cas d'un environnement de service de base de données que vous voulez offrir à vos utilisateurs. Bah, Maintenant que vous avez accéléré justement ces itérations de provisioning de base de données pour vos utilisateurs, eux, ils vont se mettre à utiliser ces services, à déployer des services. Et le problème, c'est que même si vous avez fait en sorte que votre code soit compliant avec votre infrastructure en termes de sécurité, en termes de standards, etc., vous risquez quelque part de perdre le contrôle de votre infrastructure si vous ne surveillez pas finalement ce qui a été provisionné. Donc le monitoring dans ce cas-là est vraiment important pour savoir qui a utilisé quoi et qui est en train d'utiliser quoi. Alors l'infrastructure as code, ça vient aussi avec certains principes qu'il faut connaître. L'idempotence, l'idempotence, c'est ni plus ni moins, je vais lancer mon code et peu importe le nombre de fois où je vais le lancer, je vais obtenir le même résultat. C'est l'idée de l'idempotence, derrière l'idempotence. Ça permet justement cette consistance de déploiement dans vos environnements. L'immutabilité, donc ça, c'est un autre principe de l'infrastructure as code. En gros, si vous voulez dans une infrastructure qui est immutable, si vous voulez la mettre à jour, normalement, vous êtes censé remplacer l'ancienne et en provisionner une nouvelle. Au contraire d'une infrastructure qui est mutable, où là, vous pouvez vous permettre de faire quelques mises à jour. Le problème de l'immutabilité aujourd'hui, c'est qu'en fonction des services, par exemple, je prends les bases de données dans des environnements traditionnels on-prem, il est bien évident que ça sera assez rare que vous allez détruire votre instance SQL Server et en reconstruire une. Si par exemple vous devez mettre à jour votre cumulative update, votre version de SQL Server, ou si vous deviez, par exemple, je ne sais pas, changer une option de votre instance ou changer une option au niveau des disques. Ça, il y a peu de chances que vous le faites, ne serait-ce que pour des questions de disponibilité, surtout si c'est important chez vous. Maintenant, c'est vrai que si vous commencez à travailler avec des environnements cloud native, où là vous allez vous baser sur des conteneurs, c'est un peu plus simple parce que effectivement les conteneurs, vous allez simplement jeter le conteneur, en remettre un avec la nouvelle version, et c'est aussi valable pour SQL Server. Et là, effectivement, l'immutabilité a tout son sens. Mais c'est vrai que l'immutabilité dans des environnements on-prem classiques, il faut juste prendre ça avec parcimonie. Alors, l'infrastructure as code, ça vient aussi avec la nature du langage que vous allez utiliser. Il peut être déclaratif, impératif, c'est selon comment on voit les choses, et à quel niveau on se place. Mais l'idée de ça, c'est finalement d'avoir un langage qui permet de décrire votre infrastructure sans forcément avoir à coder quelque chose. Vous allez soit dire ce que vous voulez, l'état que vous désirez, ça c'est ce qu'on appelle le langage déclaratif, ou vous allez décrire la façon dont il faut le faire, mais sans forcément coder comme vous pourriez le faire avec du PowerShell, avec du Python ou des choses comme ça, toujours sous forme descriptive. On verra ça tout à l'heure. Et bien entendu, quelque chose qui est important, c'est du code. Le source control et le versionning, c'est quelque chose qui est omniprésent et qui doit faire partie de votre de votre portefeuille, je dirais, quand vous commencez à faire de l'infrastructure as code. Alors, si on rentre un peu dans le détail, nous, j'ai dit qu'on utilisait, chez nous, on utilise Ansible et PowerShell DSC. Je vous expliquerai pourquoi PowerShell DSC après. Mais déjà, Ansible, Ansible, c'est un outil open source, c'est un outil qui est assez connu, qui fait du configuration management. Ça, c'est important. C'est un outil qui est ici pour finalement aider à configurer vos services lorsque votre infrastructure normalement est censée être provisionnée. Donc normalement, avec Ansible, vous êtes censé configurer quelque chose avec un serveur qui est déjà existant. Maintenant, chez nous, l'Ansible, on l'a un peu dévié. Il permet aussi de faire ce qu'on appelle l'orchestration, donc ça veut dire du déploiement de serveurs. Et voilà,
C'est vraiment les deux choses différentes. Il faut bien les garder en tête. Sur Ansible, en fait, quand vous commencez à parler d'Ansible, ben, les modules que vous allez télécharger, vous pouvez en avoir des modules qui sont communautaires, des modules qui sont built-in, ben, tout ça, ben, ça se trouve dans ce qu'on appelle une galaxie, Ansible Galaxy. Vous allez télécharger des modules adéquats pour pouvoir faire ce que vous voulez. Et vous allez utiliser ce qu'on appelle des playbooks. Moi, par exemple, chez nous, on a un playbook pour installer une machine virtuelle. On a un playbook pour installer un service de conteneur sur OpenShift. On a un playbook pour installer une instance SQL, etc. Donc, on fonctionne sous forme de playbook Ansible. C'est une suite d'actions pour pouvoir finalement créer le service que vous voulez. Le gros avantage d'Ansible, c'est qu'il est agentless. Ça, c'est important. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'installer un agent sur les serveurs que vous allez manager. Il va faire autrement. En fait, il va se connecter et exécuter du code à distance avec des modes de transport différents en fonction de la nature de votre serveur. Si c'est du Windows, si c'est du Linux, ça sera du SSH, du Windows, ça sera du WinRM, même si avec Windows Server 2019, on a tendance à pouvoir faire du OpenSSH, mais c'est quand même la tendance WinRM sur Windows. Donc, on agit de manière finalement décentralisée avec une infrastructure qui est centralisée pour le déploiement. Ansible, il est multiplateforme, et puis il permet de faire du Linux et du Windows. À la base, c'était du Linux, mais après, ça s'est étendu à Windows. Il permet d'adhérer au principe d'idempotence et d'immutabilité, donc ça tombe bien. Donc avec Ansible, il faut juste faire attention, on peut être immutable et mutable en fonction des modules qu'on utilise, mais voilà, par défaut, on est immutable. Et c'est un langage qui se base sur Python, principalement. Donc, si vous avez un serveur de déploiement, vous devez installer Ansible. Vous devez avoir Ansible en tant que dépendance, en tout cas. Nous, les serveurs de déploiement sont sous Linux. Et sur Windows, vous allez aussi devoir installer, si vous n'avez pas la couche Python qu'il faut, pour pouvoir faire discuter votre serveur Windows et votre serveur de déploiement sous Ansible. Alors, l'idée ici, c'est de vous présenter les grands concepts. On ne va pas rentrer dans le détail d'Ansible, c'est simplement pour pouvoir comprendre la philosophie de l'outil et comprendre la démonstration par la suite. Ansible, ça fonctionne avec un inventaire. Donc, un inventaire, c'est qu'une collection finalement de serveurs que vous allez gérer. Donc, ils vont être finalement catégorisés en général dans des groupes. Vous pouvez avoir des groupes qui sont imbriqués, des serveurs qui peuvent faire partie de plusieurs groupes, etc. Donc, peu importe. En tout cas, l'idée ici, c'est d'avoir un inventaire pour qu'Ansible puisse se baser pour pouvoir déployer et configurer les services. Après, vos inventaires peuvent être statiques et dynamiques. Je vous expliquerai la subtilité tout à l'heure, mais en gros, voilà. Le statique, c'est simplement que vous allez mettre à jour à la main votre inventaire. Ça peut être un fichier, c'est un simple fichier texte, ou vous pouvez le faire de manière dynamique et automatique quand vous allez exécuter votre playbook. Vous allez pouvoir créé un inventaire, on va dire automatique, dynamique, et mettre à jour automatiquement votre fichier. Ça, c'est possible. Bien entendu, va falloir spécifier des paramètres de connexion en fonction de si vous êtes sur Linux ou si vous êtes sur Windows. Ansible, ça utilise du SOAP, c'est un protocole SOAP avec au-dessus du HTTP et du HTTPS. Donc en fonction, bien sûr, de ce que vous voulez faire, de la sécurité, utiliser HTTPS, c'est quand même mieux. Et voilà. Après, vous devez aussi pouvoir vous authentifier. Et pour ça, il vous faut une méthode d'authentification. Ansible en propose un certain nombre. Vous avez du basique, du NTLM, du certificat, du Kerberos, du CRED SSP. Donc, en fonction de votre besoin, à vous de choisir la meilleure méthode de connexion sur vos environnements. Nous, par exemple, on a un use case où on est obligé de déployer une machine et de gérer une machine qui elle-même se connecte sur une autre machine Windows. Donc, on a deux machines Windows et on est obligé de faire de la délégation Kerberos. Donc, on a été obligé de mettre du Kerberos sur la méthode d'authentification, chose que ne gère pas bien, par exemple, le NTLM ou le BASIC. Ensuite, il y a cette notion de ce qu'on appelle de user escalation. Par défaut, Ansible, il s'attend à avoir les permissions administrateurs sur vos machines, donc root si vous êtes sur Linux, administrator si vous êtes sur Windows. Ça, vous pouvez le changer, bien sûr. Vous pouvez tout à fait par rapport à une tâche qui est définie, par rapport à un playbook que vous voulez mettre en place, etc. Vous pouvez dire, je deviens tel utilisateur
le temps de faire cette tâche, le temps de jouer avec ce playbook, etc. Avec les clauses qui sont là, que je vous ai mis là, become user, become method, etc. Bon, faut juste savoir une chose, c'est qu'en général, quand vous commencez à faire de l'automatisation d'infrastructures et de configuration de services, bien généralement, ce sont des comptes qui ont besoin d'un grand nombre de droits et vous finissez par mettre l'administrateur à la fin. C'est des comptes qui sont relativement sensibles. Il faut juste faire attention à ça. Alors, comme je vous disais, en fait, Ansible permet de pouvoir configurer pas mal de choses en fonction du niveau. Vous pouvez être au niveau le plus haut. Vous allez par exemple avoir sur tous vos playbooks, sur tous vos hôtes que vous allez déployer, vous allez configurer une méthode d'authentification. Tout ça, ça va jouer dans le fichier de configuration ansible.cfg. Ou sinon, vous pouvez descendre un petit peu plus bas au niveau du playbook, au niveau de la tâche. Et dans ce cas-là, vous allez vous baser sur des variables spécifiques que vous allez préciser au moment des tâches. Donc ça, je vais vous montrer. C'est ce que j'utilise moi dans le playbook. Après, quelque chose qui est important, que je n'ai pas forcément rentré dans le détail là, et plutôt pendant la démo, c'est les rôles. Les rôles, ça sert à quoi? Les rôles, c'est ni plus ni moins que de rendre votre code réutilisable. De la même manière que vous feriez d'une fonction sous PowerShell ou une procédure stockée ou une fonction sur SQL, c'est la même idée, c'est d'avoir du code réutilisable pour d'autres playbooks, pour d'autres situations. D'accord? Donc les rôles, en fait, quand vous créez un rôle sur Ansible, vous pouvez le faire manuellement ou par l'utilitaire Ansible Galaxy init et vous mettez le nom du rôle. Vous allez avoir finalement, vous allez devoir respecter une structure de fichier qui est assez spécifique au rôle que je vous ai mis ici avec la description. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Ensuite, il y a PowerShell DSC. Alors pourquoi utiliser PowerShell DSC et pas que Ansible, excusez-moi. Tout simplement parce qu'avec Ansible, vous pouvez faire beaucoup de choses à la base, mais vous ne pouvez pas installer SQL Server, vous ne pouvez pas configurer du Windows Cluster et vous ne pouvez pas configurer des groupes de disponibilité avec des modules built-in. Donc vous allez devoir passer par quelque chose qui s'appelle PowerShell DSC. Donc PowerShell DSC, c'est un framework au-dessus PowerShell. C'est pas un langage, hein. PowerShell DSC, c'est juste un framework qui permet de faire du desired state configuration, donc arriver à un état comme on le ferait avec Ansible pour pouvoir gérer des services. C'est un framework qui a vraiment été fait pour de l'on-prem et qui permet de faire du service management, comme le fait Ansible. C'est exactement, il a la même vocation et il permet de gérer les mêmes problématiques. Les installations manuelles, ce qu'on appelle le drift configuration. Donc ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais une fois que vous avez déployé votre serveur, il va avoir un cycle de vie et entre par exemple deux campagnes de mise à jour, deux campagnes de provisioning, potentiellement, vous allez avoir des gens qui vont mettre à jour votre configuration parce qu'il va falloir mettre du patching, il va falloir changer de la configuration en fonction d'une situation, etc. Et donc ça, si vous le faites de cette manière-là, et si elle n'est pas codifiée ou en tout cas elle n'est pas versionnée ou elle est faite de façon manuelle, vous risquez de vous retrouver à avoir des problèmes finalement d'update ou vous risquez d'avoir un problème de consistance de votre infrastructure à ce moment-là. L'idée de ça, c'est effectivement d'éviter le drift configuration et de tout faire au niveau du code et de déployer de cette manière-là, de bien suivre comme ça. Ça veut dire que quand vous commencez à rentrer dans ce monde-là, vous devez vraiment, une des contraintes, c'est vraiment de continuer. Chaque changement doit se faire au niveau du code et pas à la main. Alors, PowerShell DC, c'est vraiment un service de configuration de déploiement et de management. Ça tombe bien, hein, c'est exactement la même chose qu'Ansible. Sur Ansible, pour pouvoir télécharger les modules, etc., vous avez une Galaxy, Ansible Galaxy. Sur PowerShell DC, c'est la galerie PowerShell. Là où vous allez trouver vos modules, et notamment les modules qui vont nous servir pour installer SQL Server et les groupes de disponibilité. Ça se base soit sur un push ou pull modèle. Donc ça je ne rentre pas forcément dans le détail. Nous, on utilise du push. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez suivre la même philosophie qu'Ansible, c'est-à-dire un serveur de déploiement. Vous allez définir vos modules, vous allez définir une configuration et vous allez le jouer à distance sur vos serveurs que vous allez déployer.
Après, c'est un langage qui est déclaratif, impératif en fonction de comment on voit la chose. Donc, c'est la même chose qu'Ansible. Et par contre, effectivement, c'est supporté qu'à partir de 2012 R2. Mais je pense plus qu'il y ait tellement d'anciennes versions à ce moment-là, aujourd'hui, par rapport à ça. Alors, les requirements, bon, il faut du PowerShell 5, il faut forcément le module qui va bien pour pouvoir faire du DSC, que je vous ai mis ici. Il vous faut les droits administrateurs, ça c'est important, parce que c'est un truc qu'il faut bien garder en tête. Par contre, c'est quelque chose que vous pouvez sécuriser parce qu'il se base sur une infrastructure à clé publique. Donc de base, il va créer un certificat qui est auto-signé, mais par contre, vous pouvez très bien mettre votre certificat à vous et puis jouer avec, enfin en tout cas renforcer votre sécurité avec ça. Donc comme je vous dis, hein, l'idée c'est la même chose, c'est d'avoir, vous avez des nœuds à gérer, le node, vous avez un serveur de déploiement pour pouvoir l'auto-authoring node, et vous allez jouer avec des configurations comme les playbooks et vous allez déployer ça sur vos environnements. Donc ça, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, c'est appelable. En fait, c'est PowerShell DSC et tout à fait, et ce sont des modules qui peuvent être appelés directement par Ansible au travers du module qu'on appelle WinDSC. Donc en fait, on peut directement l'intégrer dans Ansible. Ok. Avant de passer à la démo, simplement pour vous présenter un peu le contexte, le use case, nous, chez nous, ça se passe un peu comme ça, quand on déploie des serveurs. En fait, on a la gestion de la première chose qu'on doit gérer, c'est l'image. Donc, créer les templates d'image. Donc, on va se baser sur Packer et Vagrant pour ça. Donc, Packer, ça vient de HashiCorp, et HashiCorp gère aussi la partie Terraform. Donc, en fait, c'est pareil, c'est un langage qui est assez déclaratif pour pouvoir gérer la création des templates d'images, que ce soit du Windows, du Linux, etc. Après, derrière, une fois qu'on a l'image, on met ça, nous, on a une infrastructure virtuelle, donc on stocke l'image dans un data store sur VMware. Et après, derrière, on va commencer à jouer avec des spécifications de fichiers, comme vous le voyez là. Donc là, je vous ai mis une spécification qu'on a habituellement. On va préciser voilà combien d'autres on veut déployer, est-ce que c'est un node virtuel, les spécifications de ressources, si on veut des disques, ce qu'on veut comme type de disque, la taille, etc. D'accord, ça va permettre quoi? Quand vous allez lancer votre playbook Ansible, de base chez nous, ça va déployer une VM from scratch avec l'image de base, et puis après, en fonction des spécifications, il va ajouter des disques, il va configurer le réseau, il va ajouter d'autres choses. Et ensuite, bien sûr, on a une intégration qui est automatique aussi chez nous au niveau de l'Active Directory et du DNS. Donc, quand vous arrivez à la fin du provisioning de votre machine, elle est intégrée dans l'Active Directory et vous avez une IP l'IP qui va bien. Et ensuite, vous avez la possibilité chez nous d'installer d'autres services. Par exemple, si vous voulez installer un service web, on a un playbook qui permet d'installer un service web ou des choses comme ça. Nous, l'idée, c'était de reprendre ça et d'y ajouter finalement à ces spécifications la partie SQL Server avec dans les fichiers de configuration, les paramètres liés à nos instances SQL Server et au cluster et au groupe de disponibilité si on en a. Et en fonction de ça, dans nos playbooks, on va appeler des rôles, différents rôles que j'ai appelé WinMSSQL, WinCluster et WinAG, qui permet de configurer et d'installer les services de base de données SQL Server, d'installer la couche Windows Server Cluster et la couche AG, groupe de disponibilité si vous en avez besoin. D'accord? Donc voilà, ça en termes de process, ça a donné ça. En termes d'infrastructure, alors ça ressemble à peu près à ça chez nous. Là, c'est un peu plus simplifié. Donc chez nous, comment ça se passe? On a un serveur de déploiement. Dans ce serveur de déploiement, on va lancer nos playbooks qui vont construire des inventaires dynamiquement, comme je disais, qu'on va servir de modules, on va servir de templates, je vous en parlais tout à l'heure. Et toute la partie playbook, rôle, enfin code, toute la partie code, infrastructure as code, elle est stockée dans Git chez nous. On a un Git chez nous, donc effectivement, la première chose qu'on va faire sur le serveur de déploiement, c'est d'aller récupérer ça au travers de Git et pour pouvoir dérouler nos scénarios. Et il suffit juste finalement d'aller créer nos fichiers de configuration. Alors bien sûr, on a des comptes de service qui sont utilisés par le serveur de déploiement, avec des droits assez importants en fonction de la couche que vous voulez installer pour provisionner de la machine virtuelle, pour provisionner les services MSSQL ou si vous voulez créer carrément des groupes de disponibilité. C'est un peu l'idée. Donc voilà, au niveau, je vais essayer de passer à la démo. Alors,
Est-ce que vous voyez tous mon écran? Je pense que oui. Est-ce que c'est pas trop petit, pas trop grand? Je sais pas, je vais juste regarder. J'ai pas les commentaires, je ne vois pas. Ça m'a l'air bien? Oui. Ouais. Ok. Je pense que ça doit être bien. Alors, comment ça se passe? Là, je suis sur du VS Code, voilà, donc j'utilise du VS Code pour pouvoir faire pour pouvoir gérer mes playbooks Ansible. Voilà, on va comme faire une première démo. Donc en fait, j'ai Ansible qui est déjà installé. Je suis sur mon serveur de déploiement. Donc l'idée ici, c'est de commencer à jouer avec les petites commandes. Par exemple, ici, vous voyez, je peux jouer avec les commandes Ansible. Je vois que mon fichier de configuration, par défaut, c'est du Linux, donc c'est sur etcd Ansible, c'est le fichier ansible.cfg. Donc ce fichier, il peut être assez verbeux, comme vous pouvez le voir là. Donc il y a pas mal de choses. Bon, moi, ce que j'ai fait pour éviter d'aller descendre un peu trop, j'enlève tous les commentaires. Et vous pouvez voir que finalement, il n'y a pas grand-chose. En fait, tout est par défaut. Donc, à part les collections pass, donc toutes les collections, donc l'ensemble des modules que vous allez utiliser seront stockés dans etc Ansible Collections. D'accord? Donc, par défaut, ça veut dire que la gestion de votre inventaire, on parlait d'inventaire tout à l'heure, elle se fera dans etc Ansible Host. Ça, c'est par défaut. Donc, si je regarde ce que j'ai là-dedans, vous pouvez voir que j'ai déjà créé, en fait, c'est un inventaire qui est statique. Donc voilà, je l'ai construit à la main avec deux serveurs ici, qui sont mes serveurs Windows que j'ai déployés et qui permettent, où j'ai installé mes serveurs SQL, mes instances SQL Server et dont Ansible va se baser pour pouvoir faire ça, pour pouvoir, quand je vais lancer mon playbook, il va se baser sur cet inventaire-là, Windows, pour pouvoir faire la configuration et le management de mes serveurs. D'accord. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure de méthodes d'authentification, donc j'en ai créé une aussi ici. Alors, les méthodes d'authentification, par défaut, alors vous les avez à plusieurs endroits, comme je vous disais, vous pouvez l'avoir au niveau général, dans le ansible.cfg, ou vous pouvez les avoir aussi dans les groupes que vous allez créer dans vos inventaires. Donc là, mon groupe, les variables associées à mon groupe d'inventaire Windows, je les ai mis là. Alors vous pouvez voir qu'ici, ce sont des informations qui sont assez sensibles. Là, ça va simplement me dire comment je vais me connecter à mes machines Windows pour pouvoir faire ma configuration telle que je le voudrais. Donc, j'ai besoin d'un utilisateur, j'ai besoin d'un mot de passe. Ces utilisateurs et mot de passe, bien entendu, vous devez bien faire attention. La méthode d'authentification, c'est WinRM, le port, et puis là, je vais utiliser du NTLM. Je n'ai pas besoin de faire grand-chose. Et puis après, j'ai d'autres services ici, par exemple, tout ce qui est service MS SQL que je vais utiliser, le compte de service admin, etc. Donc, autant vous dire que c'est un fichier, si vous utilisez de ce type d'inventaire, vous devez bien protéger ce fichier-là, parce que vous avez pratiquement, vous pouvez avoir, il est en clair ici. Et puis après, j'ai ma clé Git, tout simplement parce que moi, je lève là, mon code, il est sur GitHub. GitHub, tout simplement, j'ai une clé Git qui est ici, qui me permet d'aller récupérer, de télécharger mes modules. Donc, je vais juste lancer, finalement, alors, je vais juste continuer. David, oui. David, pouvez-vous augmenter le screen? La taille, c'est petit. C'est petit? Oui. C'est petit. Alors, c'est petit, oui. Alors, oui, je peux faire ça. C'est petit où ça? Ici ou là? C'est petit partout, c'est ça? Oui, partout. C'est à peine lisible. Ah bah non. Parce que en plus je suis sur mon truc. Zoom in. C'est un peu mieux là? Oui, un petit peu mieux. Et là? Oui, ça va venir, oui. Voilà, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Merci. Voilà. Ok. Oui, c'est vrai que c'est quand même c'est mieux. Donc voilà. Après, derrière, pour aller voir mes rôles, voilà. Au niveau de mes rôles, vous voyez qu'ici, je peux utiliser dans ma galaxie, j'ai des rôles que j'ai déjà installés parce que j'ai utilisé l'utilitaire Ansible Galaxy. Donc lui, il va voir par défaut dans certains passes
le Ansible role, le ETC Ansible role, et effectivement, j'ai stocké tous mes rôles qui sont ici. Je les ai déjà construits. On ira voir tout à l'heure après. Alors, je vais déjà peut-être commencer à en lancer un. Alors, je vais en lancer un. Ici, j'ai déjà préparé, ça évite de trop réfléchir. Alors, comment ça se lance hein? Ça se lance comme ça. Attendez, je vais arrêter. Vous avez Ansible Playbook, ça c'est pour lancer votre playbook. Vous lui donnez votre playbook et moi je lui ai donné ce qu'on appelle des variables des extra variables. Donc là, c'est là où j'ai défini en fait tous mes paramètres SQL qu'il doit lire pour pouvoir exécuter correctement mon playbook. Donc je vais le lancer, je vais le laisser faire et en attendant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors mon playbook, il est ici. Vous voyez que j'ai pas grand chose ici, en tout cas, en fait, je vais juste lui dire dans mon playbook qui se base sur l'inventaire host Windows. Là, je lui dis d'aller baser sur mon inventaire Windows. Donc, j'ai mes deux serveurs. Et puis, je vais lui dire, exécute-moi une tâche. Bon, la première chose qu'on fait en général, c'est d'aller pinguer les serveurs pour voir si on arrive à bien se connecter et si on n'a pas d'erreur. Et puis après, là, je vais aller lui dire, tiens, inclus-moi l'exécution de ce rôle-là. Alors, ce rôle-là, il est donc dans ETC Ansible rôle. Il est ici. Ici, voilà. Donc là, c'est petit, mais je ne sais pas comment on fait pour augmenter ça. Bon, peu importe. Vous avez ici, finalement, dans les rôles, toute une structure de fichiers, comme je vous disais, qui va être créée, qui va devoir être utilisée pour la bonne exécution de ce rôle. Donc vous avez le default et var, ici, ce sont deux dossiers qui permettent finalement de spécifier des variables. Le default, c'est les variables par défaut et celles que vous allez pouvoir surcharger facilement au moment de l'exécution, au moment du runtime, ce qu'on appelle le runtime, là, tel que je l'ai fait. Et vous allez avoir le dossier var, celui-là, vous avez, par exemple, je vais peut-être vous montrer tout simplement. Ici, là, c'est toutes mes variables liées à l'installation de mon instance SQL Server pour justement ce que je veux installer. Donc, j'ai je dois lui donner un nom à mon instance, le port, la collation, les passes d'installation, les passes des fichiers data, les pages des fichiers log, TMDB, les features que je veux installer, etc. Le max server memory, si je vais en mettre un là, les trace flags, enfin les options d'un instance que je veux configurer pour les bonnes pratiques, si je veux configurer mon database mail et puis tout ce qui est opérateur d'email au niveau de l'agent, les alertes, les disques, comment ils doivent être répartis. Donc là, c'est le mapping de mes disques. Et les packages chocolatés, tout simplement, si j'ai des choses à installer au niveau de mon instance pour pouvoir utiliser, par exemple, les packages chocolatés, c'est un gestionnaire de packages sur Windows tel que vous pourriez avoir sur Linux quand vous faites un yum install ou un apt install ou des choses comme ça. C'est le pendant côté Windows. Là, je peux installer du Git avec chocolaté. Je peux installer les DBA tools, donc des choses comme ça. Et donc là, je l'ai spécifié tout simplement ici. Donc là, je me suis créé un fichier de définition. Vous voyez, là, j'ai vraiment tout mis, ce que je voulais. Et donc ça va être utilisé vraiment au niveau de mon runtime. Vous voyez que j'ai des trace flags que je vais utiliser. Là, je lui dis où est-ce que je veux installer mes DB, enfin par défaut mes DB, mes options de configuration, mes options de mail, les alertes que je veux créer, les disques, etc. Donc en fait, j'ai des variables qui sont souvent des listes. Ici, j'ai beaucoup de listes et j'ai des variables classiques et les DBA tools. OK ? Après, au niveau de mes dossiers, ici, je vais rentrer directement dans le cœur du sujet. Ça veut dire que la première chose que va regarder Ansible quand il veut exécuter votre rôle, il va regarder le main. Donc, dans le main, c'est toutes les tâches que j'ai décrites pour pouvoir installer mon instance SQL Server. Donc, la première chose que je lui ai dit, c'est inclus-moi des checks. Donc, j'ai inclus un fichier qui s'appelle check.yaml, donc c'est du YAML. Et là, c'est ni plus ni moins que de la vérification de paramètres pour être bien sûr qu'on est en conformité avec, si vous rentrez des mauvaises valeurs d'options ou des choses comme ça, ou si vous en oubliez une, là, au moins, dès le départ, il va vous le dire et vous devez remplir tous les prérequis pour pouvoir installer la suite. Donc, vous voyez que ça se passe comme ça avec Ansible. Ansible, c'est vraiment descriptif. Vous voyez, il n'y a pas de code. C'est vraiment une tâche, un nom, le module que je vais utiliser, les options.
Et éventuellement, tous ces systèmes de loops, si par exemple les chocolatés package, j'ai deux, c'est une liste, donc je vais itérer sur ma liste pour pouvoir installer. C'est ni plus ni moins que ça. Mais vous voyez que c'est pas plus compliqué que ça, sur la forme en tout cas. Donc là, je vais simplement lui dire, installe-moi les modules WinChocolaté que je lui ai passés dans mes variables, installe-moi les modules DSC, PowerShell module DSC dont j'ai besoin. Ici, là, ça va être le SQL Server DSC. C'est ce qui va me permettre d'installer SQL Server. La première chose que je vais faire, c'est par exemple, je veux pouvoir euh, récupérer mon code depuis Git. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut créer un répertoire. Vous voyez, avec le WinFile, je vais créer un répertoire. Le state est important parce que je lui dis, en fait, qu'est-ce que je veux comme état. Je veux ici que mon WinFile, ça soit, en fait, ce que je vais créer, excusez-moi, un répertoire en français. C'est un répertoire et il doit être bien présent. S'il n'est pas présent, tu me le crées. Et s'il n'est pas présent, s'il n'est pas présent, tu me le crées. S'il est présent, tu fais rien. C'est ça la notion d'idempotence, d'accord. Vous n'avez pas besoin de la coder, le module s'en occupe lui-même. Après, je vais aller récupérer la config key, je vais récupérer ma git key, j'ai toute la configuration Git pour qu'elle soit opérationnelle, je vais créer mon répertoire DBA parce que je vais récupérer tous mes modules qui sont ici, par exemple, j'ai un autre. Ici, en fait, c'est l'installation de tous mes scripts SQL pour pouvoir avoir tous mes outils DBA. Tout ça, c'est dans Git. Voilà, et ça me permet de pouvoir, si je dois mettre à jour, je mets ça dans Git, je versionne et je les redéploie sur mes serveurs même après coup. Et puis après, l'important c'est ça. Après, derrière, j'ai toute la phase de configuration de mes instances SQL, de Windows, pour préparer mon instance SQL avec les options de bonne pratique, le paging file. Vous voyez que je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle des facts. Les facts, ça va me permettre de calculer une valeur qui va être spécifique pour chaque environnement, pour chaque serveur, que ce soit Windows 2012, Windows 2009 01 ou 02. Ensuite, je vais utiliser cette valeur-là et puis je vais la spécifier dans mon WinPageFile. Mon WinPageFile, ce module, il me sert à configurer le paging file. Le WinPowerPlan, il me sert à configurer mon module, mes power plans sur Windows. Par exemple, je dis que c'est high performance et ça doit être high performance. Après, derrière, je vais définir le scheduling. Alors là, un petit truc spécifique, ça n'existe pas au niveau Ansible. Rien ne vous empêche d'avoir des fichiers. Donc, si vous avez des fichiers, des scripts que vous devez déployer, vous devez d'abord installer sur le serveur. Vous allez les mettre dans File. Moi, j'ai créé un folder script. Et par exemple, pour celui-là, j'ai créé un script PowerShell qui me permet de faire ça. Voilà. Alors, Ansible va vous demander finalement, va vous forcer d'avoir des scripts idempotents parce que l'idée c'est de dire si votre configuration elle n'existe pas, vous allez la faire. Si elle existe, vous allez tout simplement bypasser la configuration et derrière vous allez moi ici je lui mets une sortie comme quoi soit je n'ai rien fait parce que c'était déjà configuré, soit j'ai fait quelque chose et je dis c'est ok. Et enfin, c'est ok parce que ça j'ai bien fait ce qui devait être fait. Soit il y a eu un problème et j'ai mis le message KO. Et comment ici vous voyez qu'ici en fait le WinShell vous permet d'exécuter le script, vous permet d'aller enregistrer finalement la sortie de ce script et à vous de définir comment le script la tâche doit réagir. Quand est-ce qu'elle doit elle doit considérer qu'il y a eu un changement ou considérer qu'il y a eu un problème. Tout simplement, vous voyez qu'ici, moi, je lui ai donné en sortie des OK KO et c'est comme ça que je récupère finalement les états. Donc, en fait, s'il m'avait donné OK, ici, j'aurais eu si c'est OK, j'aurais eu aucun changement. Et si c'était no change, il aurait mis aucun changement. Et OK, il m'aurait mis un changement tel que j'ai ici. Je reviendrai après ce qu'il y a ici. Après, il y a la configuration des disques. Vous voyez qu'ici, j'ai tous les modules qui vont bien pour ça. Après, j'ai des choses assez spécifiques. Là, j'utilise finalement une map avec mes disques. Du coup, j'ai des fonctions qui vont pouvoir aller regarder dans un dictionnaire et qui va me permettre d'aller itérer et de faire ce que j'ai à faire. Ça, c'est intéressant. Sur SQL Server, voilà comment j'installe SQL Server ici. Je l'installe avec le module WinDSC. Je lui mets tous les paramètres que j'ai spécifiés et qui sont obligatoires. Et derrière, une fois qu'il a installé SQL Server, je récupère l'état. Et si j'ai besoin de redémarrer ma machine, je peux tout à fait utiliser des modules qui permettent
de redémarrer une machine et d'attendre qu'elle ait redémarré pour continuer à faire des tâches, tel que j'ai fait ici. Une fois qu'elle a redémarré, je vais configurer mes services, voilà, avec un utilisateur et mot de passe, je vais configurer des protocoles, etc. D'accord. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail parce que c'est pas ce qu'il y a de plus important, c'est ni plus ni moins que de la lecture de code ici. Mais vous voyez que finalement, on est dans un langage qui est assez descriptif ici. Et au niveau du playbook Ansible, je l'ai lancé en parallèle, mais vous voyez qu'ici, il m'a lancé mes tâches. Alors, j'avais déjà préparé mes instances SQL. Donc, en fait, il y a des choses qu'il n'a pas changées. Il a dit qu'elles étaient déjà OK. D'accord. Donc, il m'a dit que c'était OK. Et il y a des choses, en fait, qui m'a dit, tiens, elles ont changé. Oui, parce qu'effectivement, moi, mon guide, je veux qu'à chaque fois que je lance mon playbook, que je rafraîchisse finalement ma repo Git. Donc, je vais supprimer toute ma structure Git et je vais refaire un Git clone pour pouvoir récupérer la dernière bonne version. Voilà, on peut le faire comme ça. Vous voyez qu'ici, là, j'avais déjà tout fait. Au niveau de l'installation de SQL Server, pareil, je l'avais déjà fait. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai mes deux instances SQL qui sont là, avec, j'ai des alertes. Enfin, j'ai pas de job, j'ai pas mis de job dans cette démo. Vous voyez que j'ai mes alertes, j'ai une base de données DBA que j'ai déployée avec mon Git. Je peux avoir ici, qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, le database mail, je l'ai configuré. Donc le database mail, sauf erreur de ma part, il est là. Voilà. Voilà, si je fais ça, vous voyez que j'ai déjà configuré pas mal de choses. Ça a tout été fait par Ansible. Voilà, donc j'ai mes options de configuration. Je vais dans Advanced. Donc si je vais dans Memory déjà, vous voyez que c'est moi qui ai configuré ça au travers d'Ansible et j'ai certainement des options de configurer avec le Cost Threshold for Parallelism, je l'ai mis à 50, etc. Vous voyez, donc voilà. Donc ça a bien fonctionné, j'ai pas de souci. Et ce que vous avez vu ici, je l'ai fait en même temps sur mes deux serveurs. En fait, je l'ai fait de manière décentralisée sur mes deux serveurs. Maintenant que j'ai installé mes instances SQL Server, je vais devoir installer ma couche Windows. Alors ma couche Windows, elle est ici. Voilà. C'est celle-là. Voilà, vous voyez que c'est un autre playbook. Alors, je vais le prendre ici. Je vais le laisser faire en attendant. Là, il va me configurer toute ma partie cluster. Aujourd'hui, pour le moment, je n'ai pas de cluster qui est installé, donc je vais le laisser faire et je vais vous expliquer ce qu'il fait. Donc, il va me lancer un autre playbook que j'ai appelé MSSQLAG et je joue avec des tags. En fait, les tags, ça me permet de faire quoi? D'aller ici, MSSQLAG. Alors, vous voyez qu'ici, dans mon playbook, la première chose que je fais, vous voyez que c'est un peu différent. Je ne vais pas utiliser un inventaire statique. Je vais lui dire, connecte-toi sur le localhost, donc sur mon serveur de déploiement. Alors, le gather fact, c'est simplement d'aller dire, je vais utiliser des variables spéciales. Je vais aller récupérer des variables sur mes différents environnements, sur mes deux nœuds, en fait, qui vont décrire finalement mon environnement. Vous allez dans ces variables-là, vous allez avoir le hostname, vous allez avoir le domaine, vous allez avoir le pass des environnements Windows, vous allez avoir l'IP de la carte, l'IP de vos cartes, les cartes, la topologie de vos cartes réseau, etc. Donc moi j'ai besoin d'avoir cette topologie pour pouvoir configurer après, par exemple ici, je vais vous montrer après ma couche Windows. Vous voyez qu'ici, par exemple, la première chose que je fais, c'est que je regarde, par exemple, si tout est en conformité. Et puis après, derrière, je vais construire mon inventaire. Alors, pour pouvoir construire mon inventaire dynamiquement, je le fais avec ce module-là. Je lui dis add host. Je lui dis pour l'ensemble de mes paramètres que j'ai passé, excusez-moi, je m'en souviens plus, c'est ici. Ouais, c'est dans les AG. Donc dans mon rôle AG, je lui ai donné ici. Je vais faire ça parce que ça va permettre de gagner un peu de temps. Open the side, voilà. Donc vous voyez qu'ici, en fait, j'ai d'autres variables d'environnement. Là, je lui dis, je vais construire dynamiquement en fait l'inventaire avec les nœuds que j'ai spécifiés dans mes variables. Les nœuds de cluster, ce que j'ai créé
précédemment, avec toutes les spécifications liées à mon cluster, le nom du cluster, le domaine, l'IP de mon cluster, le serveur, un contrôleur de domaine où je vais pouvoir provisionner des machines. Quand vous provisionnez du cluster, qu'est-ce que vous devez faire? Il y a... Ah, il n'a pas réussi là. Du coup, quand vous provisionnez un cluster, vous devez préparer des objets d'ordinateur dans l'Active Directory et vous devez créer une entrée DNS. C'est ce que va faire ce playbook-là. Ah non, il l'a fait, j'ai rien dit. Et puis après, tout ce qui est lié aux AG, on verra par la suite, que je vais utiliser. Donc là, vous voyez qu'ici, je lui ai dit, dans mes tasks, ici, dans mon playbook, excusez-moi, il faut que je revienne là. Dans mon playbook, je vais construire cet inventaire, je vais les spécifier comment je me connecte, c'est du Windows, donc je lui dis comment je me connecte, avec quoi, et je vais jouer avec des tags. Les tags, ça me permet de dire, voilà, ici, je vais lui dire dans mon playbook, je vais juste dire, ici, vous voyez, tu me skips le tag AG, ça veut dire qu'en gros, tu vas m'exécuter uniquement la partie cluster, c'est juste pour la démo, la partie cluster ici et pas la partie AG qui a ce tag là, d'accord? Donc l'idée c'était de skipper ça. Vous pouvez jouer avec des tags ici si par exemple vous voulez pas rejouer tout votre playbook quand par exemple vous mettez à jour une configuration, ça peut être utile pour ça. Donc voilà. Après je fais encore appel à des rôles au niveau de mes rôles. Alors il me reste combien de temps? Au niveau de mes rôles, ce que vous pouvez voir ici, c'est exactement la même philosophie. Ici, au niveau de mes rôles, là, je suis dans les AG, je vais prendre le cluster pour vous montrer la partie intéressante. C'est toujours les tasks. Vous voyez que au niveau de mes rôles, je commence par installer les modules PSC qui vont bien, le PowerShell DSC. Toute la partie networking et toute la partie failover cluster. X, ça veut dire expérimental. Donc c'est quelque chose qui est en principe pas supporté, mais bon, qui fonctionne plutôt bien. Après, derrière, je vais aller télécharger tout ce que je dois mettre en place pour pouvoir gérer du cluster et créer du cluster, tous les modules, vous savez, les install modules, etc. Donc toute la partie failover cluster, tout ce qui est lié au PowerShell pour le cluster. Après, je vais configurer toute ma partie network. Vous voyez qu'ici, je vais utiliser des choses comme ça. Je vais commencer à les récupérer. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais besoin de variables spéciales pour récupérer mes interfaces. Vous voyez que je peux utiliser Ansible Fact interface parce que en fait je lui ai dit récupère-moi ces infos là, je peux les utiliser dans mon playbook ici. Ici je vais tout simplement aller déterminer quelle est ma carte réseau privée. C'est celle qui n'a pas de gateway, enfin de passerelle par défaut. Et puis j'applique tout un tas de configurations là-dessus. Ensuite je vais installer mon cluster toujours avec un module PSC. Je vais utiliser le module X cluster là pour pouvoir tout simplement configurer ma partie mon cluster. Et vous voyez qu'après derrière je vais aussi je vais aller pouvoir je vais lui créer un witness. Pareil, je vais utiliser des modules built-in avec Ansible WinFile qui va me permettre de créer une hiérarchie de répertoire tout simplement pour pouvoir aller récupérer, enfin pouvoir créer simplement le file share pour mon cluster. Ici, une petite subtilité, comme en fait à chaque fois il se base sur mon inventaire, il va vouloir créer faire l'action sur chaque serveur. Moi, j'ai besoin qu'il le fasse que une fois sur un serveur. Alors, vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous pouvez filtrer au niveau, pareil, vous récupérez le nom de votre serveur avec les facts. Et puis après, je lui dis, tu vas me récupérer, tu me l'exécutes que sur celui qui se termine par 1. C'est une façon de faire. Ou vous pouvez aussi faire des choses, lui dire, moi, je veux pas que tu m'exécutes l'action sur les serveurs que j'ai mis dans l'inventory, je veux que tu me l'exécutes sur un autre serveur. Donc, je vais déléguer la tâche à un autre serveur qui est là. Ça, c'est une autre façon de pouvoir aussi changer le comportement par défaut de Ansible. Donc, à la fin, je me retrouve avec mon cluster. Ici, j'espère qu'on va le voir. Mon cluster, non, c'est pas le WinDeploy. Donc j'en avais pas un, si je fais un refresh, maintenant je devrais en avoir un. Je sais plus si le refresh il fonctionne correctement. Bon, je vais faire plus admin. Voilà. J'espère qu'il me l'a créé.
Oui, il me l'a créé, vous voyez. J'ai mes nœuds. Voilà. Et j'ai mon file share witness qui est ici, qui m'a créé là, qui est là. Et enfin, on va terminer avec le playbook, les groupes de disponibilité. Moi, ce que j'aimerais au final, c'est de créer un groupe de disponibilité. Donc, si je veux créer mon groupe de disponibilité, là, je vais le lancer. Je vais le lancer ici. Donc, je vais utiliser exactement le même playbook, sauf que je vais lui dire cette fois, tu me bypasses la partie cluster et tu m'exécutes que le rôle des groupes de disponibilité. Donc, je vais faire ça. Donc là, j'ai pas d'AG pour le moment. Hein. Je peux vous le montrer ici. Voilà, vous voyez que j'ai pas d'AG qui sont autorisés. Donc je vais le laisser faire et je vais vous décrire un peu ce qu'il fait en attendant. Donc c'est pareil en fait. J'utilise exactement le même playbook qui est ici, qui est là, et je lui dis simplement cette partie. Alors je construis en fait, j'ai construit mon inventaire dynamiquement. Encore une fois. Hein, qui est là, build host inventory, add host, group win cluster. Donc j'ai mis mes deux nœuds. Maintenant, j'utilise dynamiquement le groupe que j'ai créé et je vais simplement lui dire exécute-moi que cette partie-là. Vous voyez qu'en fait, j'inclus le rôle et je lui spécifie des variables directement dans le playbook. J'aurais pu les spécifier autrement, mais là, voilà, je les ai spécifiés là. Donc dans ce groupe-là, dans ce rôle-là, maintenant, la partie intéressante, task, main. C'est la même chose, hein. On revient toujours à la même chose. Finalement, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir utiliser des modules WinDSC qui vont me permettre de faire quoi? Ce que fait en fait en Always On, il va falloir configurer les services, les services de connexion du cluster pour aller sur vos serveurs SQL, aller configurer les comptes de service pour se connecter sur les endpoints. Donc c'est ce que je fais ici. Je crée le endpoint, le fameux mirroring endpoint pour pouvoir faire dialoguer mes deux groupes de disponibilité. Vous voyez, pareil, c'est toujours WinDSC, c'est ce module-là, SQL endpoint. Là, c'est le SQL login pour configurer mes logins. Ensuite, je vais granter des permissions. J'ai un module qui s'appelle SQL endpoint permission. Et donc, vous voyez, c'est que de la description. Et je vais lui dire ici, par exemple, ici que son nom, ça va être HADR, que je vais lui donner la permission connect. Je veux qu'il soit présent, donc ça veut dire qu'il doit être installé quand je le passe. S'il n'est pas installé, il va l'installer. S'il est installé, il va bypasser, tout simplement. Et là, je vais lui dire, utilise-moi, plutôt que d'utiliser le compte que j'utilise d'habitude, mais qui n'a peut-être pas les droits sur SQL, utilise-moi ce compte-là, les informations de ce compte pour exécuter le PowerShell. Donc ça, c'est un compte qui a les droits d'exécuter des actions sur SQL Server, qui est sysadmin. Je vais ajouter mon primary replica, mon réplica primaire, vous voyez, avec le module SQLAG. C'est encore que de la description, comme vous pouvez le voir. Je vais lui dire, voilà, le VBTLI mode, c'est du synchronous commit, de l'automatic failover. Qu'est-ce qu'il fait quand les autorisations de connexion, quand le rôle est primaire, secondaire, etc. Si il doit être présent ou si je dois le désinstaller, enfin c'est toujours pareil. Et là, pareil, je vais jouer avec ces notions-là. Les groupes de disponibilité, vous ne devez le faire que sur le réplica primaire. Donc moi, j'ai identifié le réplica primaire quand je déploie mon environnement sur le 1. Et après, j'ai toutes les. Là, il va attendre. Ici, ça c'est fait pour attendre que le groupe soit créé sur le primaire. Ensuite, je vais aller déterminer quel est finalement en fonction de. Parce que quand vous allez relancer votre playbook, c'est pas garanti, forcément. Enfin, en fonction de ce que vous allez avoir, en fonction d'où il va être exécuté, vous devez quand même identifier le primaire. Et parce que sinon, vous risquez en fait d'exécuter le bout de code qui est là au mauvais endroit. Donc c'est ce que je fais ici. Je lui ai dit, j'identifie le primaire, j'ajoute le réplica et j'ajoute le groupe de disponibilité. Enfin, vous voyez qu'ici en fait, il m'a tout configuré. Et pour terminer la session, vous voyez qu'ici, alors il faut juste que je fasse un refresh. Vous savez que voilà. Et voilà, ici j'ai mon listener. Donc voilà pour la démo. Donc vous voyez qu'en fait, c'est pas. Enfin,
ça permet finalement assez facilement d'aller générer des déploiements d'instances SQL Server et de groupes de disponibilité au travers d'un langage, enfin de l'infrastructure as code. C'est tout à fait possible avec SQL Server. Donc voilà, si vous avez des questions, je ne vais pas monopoliser plus le temps. Oui, Philippe, David, désolé, effectivement, l'heure est déjà là. On n'a qu'une question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer le certificat ASO? Puisque beaucoup se plaignent que les certificats sont faciles à être passés, mais ne garantissent pas du tout un niveau adéquat de connaissance de ce produit. Au niveau Ansible, je dirais que en fait, ça vaut vraiment le coup de passer des certifications. Il doit y en exister sur Ansible. Mais il faut vraiment être dans une entreprise avec une forte culture de l'infrastructure as code. Si vous êtes dans une entreprise qui ne fait pas de l'infrastructure as code, honnêtement, je vous déconseille d'utiliser ce genre d'outil-là, tout simplement parce que ça va vous demander plus d'efforts pour installer SQL Server et au final, vous allez être isolé vous allez utiliser cette méthode d'installation alors que d'autres ne vont pas du tout suivre. Moi, je le fais dans mon entreprise parce que tout ça, on a cette forte culture et tout se fait par l'infrastructure as code. Donc ça vaut le coup d'avoir le même outil pour parler le même langage. C'est vraiment ça l'intérêt de DevOps, c'est la collaboration. Donc si vous pouvez commencer à collaborer avec un langage commun, c'est quand même plus facile. Voilà. Donc là, pour répondre à la question, oui, ça vaut le coup de passer la certification si vous êtes dans une entreprise qui utilise ça. Oui, dernière question. Est-ce que infrastructure as code égale DevOps? Oui. Vraiment. Je dirais que c'est plus le contraire. Disons que l'infrastructure DevOps égale, infrastructure as code égale DevOps. DevOps ne veut pas forcément dire infrastructure as code, même si normalement le DevOps drive beaucoup ça. Le DevOps, c'est vraiment, on va décrire les environnements, on va faire de l'infrastructure as code, on va commencer à jouer avec des environnements cloud native ou cloud, parce qu'effectivement, là, j'ai parlé d'Ansible, mais par exemple, vous avez d'autres outils comme Terraform qui sont beaucoup utilisés, qui sont des outils d'orchestration et qui permettent de faire de l'infrastructure as code, mais ce qui est vrai, là, on est vraiment plus orienté cloud. Ouais. Mais effectivement, l'infrastructure as code égale DevOps. On peut le dire comme ça. Oui, je termine pour vous demander, est-ce que vous allez partager le démo avec nous? Oui, bien sûr. Oui, et dernière petite question, quels sont les prérequis pour se lancer dans l'infrastructure as code? Vraiment la dernière. Honnêtement, moi c'est vrai quand je me lance dans ces trucs-là, c'est beaucoup les blogs, et puis tester. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a tellement de choses sur Internet sans forcément avoir à payer des supports de formation. Moi j'ai pas eu de support de formation pour Ansible. Hein. Ça a vraiment été des blogs et puis regarder comment ça fonctionne, la documentation aussi importante. Mais c'est beaucoup les mains dans le cambouis. Il n'y a pas le choix. Merci beaucoup, David. On a été vraiment honoré par cette excellente présentation. Vraiment, moi, je suis trop forte. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci en tout cas à la communauté haïtienne pour son écoute. Oui, j'espère que l'auditoire s'en est bien formé, informé. Donc, j'espère qu'ils vont mettre en pratique vos conseils. Vraiment, merci. Bonne journée. Bonne journée.